dans le cadre du cours d'agriculture tropicale sur l'agriculture tropicale. Monsieur Marc Dufumier est professeur émérite d'agriculture de développement agricole à AgroParisTech. Et donc il est venu nous parler ce soir et venir débattre avec nous pour se poser la question si est-ce que l'agroécologie peut nourrir le monde et qu'est-ce que l'agroécologie, etc. Du coup, pour essayer de répondre à ces questions, la conférence va se passer en deux temps. Donc une première partie où donc Monsieur Dufumier va nous expliquer sa vision de l'agroécologie en essayant donc du coup de nous donner un peu plus d'informations sur est-ce que l'agroécologie peut-elle nourrir le monde, déjà dans une vision dans le monde entier, de faire un peu un bref historique de ce que c'est l'agroécologie dans le monde, mais surtout dans la France. Et ce qu'on a demandé un peu plus particulièrement à Monsieur Dufumier, c'est dans notre région Hauts-de-France, qui est une région, comme on le sait, avec donc des productions assez intensives, est-ce que c'est possible d'arriver à un système un jour avec de l'agroécologie dans la région Hauts-de-France? Et donc, au vu un peu du système agricole et des crises que peut rencontrer en ce moment le monde agricole, comme on connaît bien la crise laitière ou celle porcine, est-ce que l'agroécologie peut apporter des solutions ou des réponses à ces événements qui se passent en ce moment dans l'actualité? En plus, on est en plein dans le salon de l'agriculture, donc ça tombe bien. Et donc voilà, de savoir si un peu aujourd'hui on peut avoir des méthodes alternatives à l'agriculture qu'on connaît dans nos pays européens, si on peut dire. Donc voilà, et donc dans la deuxième partie, on compte sur vous pour avoir plein de questions. Ça va être un débat, donc on a deux micros, donc chacun lève la main, on vous donne le micro et puis on interagit sur les questions de la conférence, sur des points que vous avez envie d'éclaircir. Donc voilà, donc je vais laisser Monsieur Dufumier commencer. Très bien, bonsoir à toutes et à tous. Vous m'entendez bien? J'ai deux micro-cravates, là vraiment je suis chargé. Très bien. Alors effectivement, je vais essayer de répondre à cette question qui m'a été posée. L'agroécologie peut-elle nourrir le monde? Et si on veut amplifier un peu les enjeux, l'agriculture écologique peut-elle nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière sans aucun laisser pour compte? Et ce genre de questionnement, on va se donner des objectifs très grands. La légitimité de la question, me semble, c'est quand on voit en France, quand le passage d'une agriculture qu'on qualifie de conventionnelle, moi je vais la parler après d'industrielle, à une agriculture biologique, on voit bien que d'emblée les rendements diminuent. Certes, la valeur ajoutée à l'hectare parfois augmente, mais le rendement brut, c'est la quantité de nourriture ou la quantité de production à l'hectare, quand même a tendance à diminuer, à quelques exceptions près, dont la permaculture, dont on parlera éventuellement, qui est une forme au contraire où d'emblée cette agriculture biologique, la permaculture, accroît les rendements à l'hectare. Mais c'est vrai qu'à l'exception de ça, on a tendance à voir une diminution de rendement. Et il est logique que les gens s'interrogent, du coup, si les rendements bruts, comme il faut nourrir une population croissante, c'est quand même la production brute qui importe, on n'y parviendra pas. Alors, il m'a été demandé deux choses. 1, de définir l'agroécologie et de répondre à la question. 2, de ne pas dépasser 40 minutes. Et ça, moi qui avais préparé une conférence de 3 heures, c'est insupportable. Donc du coup, je vais accélérer sur certains points. Alors quand même, la définition. Eh bien, l'agroécologie, vous en entendez beaucoup parler, mais moi je vais vous définir l'agroécologie comme une discipline scientifique. Mais c'est vrai que vous lirez ailleurs des gens qui conçoivent l'agroécologie d'une autre façon. Si je vous référez à Pierre Rabhi, peut-être que vous avez déjà entendu parler de Pierre Rabhi, son dernier livre, L'agroécologie, une éthique de vie. Moi, j'ai rien contre. Je pense quand même que nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière, il y a des préoccupations éthiques et effectivement, il y a sans doute un mouvement qui se réfère à l'agroécologie et qui se veut pouvoir nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière, sans faim, sans malnutrition, sans algues vertes sur le littoral breton, sans atrazine dans l'eau potable, sans tout ça, c'est logique.
Si on interroge notre ministre de l'Agriculture, ce n'est pas exactement ce qui est marqué là, mais il vous dira c'est concilier performance économique et performance environnementale. Remarquez, moi je suis plutôt d'accord aussi. On ne peut pas complètement faire passer outre des raisonnements économiques et des performances, et évidemment il y aura des considérations environnementales qui vont se poser, et du coup, c'est vrai que pendant longtemps, les gens ont dit, alors l'agroécologie, c'est l'agriculture biologique dont vous parlez ou c'est d'autres choses? Ou est-ce que quand on fait de l'agriculture de précision, ou quand on fait de l'agriculture de conservation, ou quand on fait de l'agriculture raisonnée, est-ce qu'on est dans l'agroécologie? Ou est-ce que... Bref, les gens, ils veulent presque des brevets, des labels, et puis s'il y avait toutes les sectes, il y a les gens qui sont dans la secte agriculture de conservation, il y en a d'autres qui sont dans l'agriculture de précision, ce serait commode. Non, on ne va pas parler de ça, hein. Moi, je vais essayer de vous parler de l'agroécologie comme agroécologue. Peut-être que vous découvrirez quand même que je suis aussi un agroécologiste, c'est-à-dire quelqu'un d'engagé pour que l'agriculture s'inspire de l'agroécologie scientifique. Mais je pense que dans un premier temps, ça vaut le coup de parler de l'agroécologie comme une discipline scientifique. Alors, je cite Miguel Altieri, qui au demeurant, donc vous connaissez sans doute, enfin, c'est le ponte de l'agroécologie aux États-Unis à l'université de Berkeley. Mais je vous signale quand même que le premier livre d'agroécologie qui a été traduit en France de Miguel Altieri, la préface était de René Dumont. Donc on est en train de parler de temps déjà très anciens. Et la question c'est un peu pourquoi en France l'agroécologie, on en parle depuis une dizaine d'années, dans les sphères grand public, alors que l'agroécologie scientifique, elle est née quand même bien avant. Mais pour moi l'agroécologie, discipline scientifique, ça va être la discipline scientifique qui se doit de rendre intelligible, donc expliquer scientifiquement, objectivement, la complexité et le fonctionnement de ce que je vais appeler des agroécosystèmes. Il n'y a pas que moi qui appelle agroécosystèmes, hein, de ce que nous appelons agroécosystèmes, c'est-à-dire des écosystèmes aménagés par les agriculteurs, des écosystèmes qui ne sont plus complètement naturels, parce que c'est les agriculteurs et c'est des pans de l'humanité qui ont aménagé des agroécosystèmes, et que l'agriculture, c'est la façon d'aménager ces agroécosystèmes pour éventuellement nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière. Mais déjà, si la science pouvait nous aider, et aider les agriculteurs en particulier, à comprendre scientifiquement qu'est-ce qui se passe dans cet environnement, ce serait quand même pas mal. Et du coup, c'est reconnaître que l'objet de travail des agriculteurs, ce n'est pas le sol, ce n'est pas le troupeau, ce n'est pas les plantes prises séparément. À chaque fois, toute technique agricole a un impact sur l'agroécosystème, sur l'environnement et avec des quantités d'interaction. Et donc désormais, quand on va mesurer un rendement à l'hectare, quand on va mesurer les performances économiques, on mesurera les performances économiques, alors on va voir est-ce que c'est calories, protéines, vitamines, minéraux, dollars, euros, dinars, ça va poser des questions. Mais ce sera pas le rendement d'une parcelle, ce ne sera pas le rendement d'un troupeau, ce sera le rendement et la productivité des agriculteurs quand ils aménagent, et il y aura peut-être des sommes de calories, protéines, vitamines, minéraux, fibres, antioxydants, et ce genre de choses. Ça va devenir singulièrement plus compliqué, et comme c'est compliqué, je trouve que les scientifiques devraient commencer à s'y mettre pour de vrai, rendre intelligible. Donc c'est un travail d'écologue, mais un travail d'écologue qui va porter sur des écosystèmes aménagés. Allons-y. Je me permets de vous dire que mon opinion, c'est quand même ce que l'agronomie n'aurait jamais dû cesser d'être. Alors l'agronomie dans le sens un peu français du terme, mais je crois que le grand tort de l'agronomie, c'est le nomi, nomos, la norme, la règle. Voilà que les agronomes disent la variété améliorée, la mauvaise herbe. Voilà comment on accroît un rendement. Comment on améliore un rendement, diraient les gens. Alors ça devient insupportable. Il va falloir abandonner ça. Mais c'est vrai que l'agronomie, comme un peu l'économie, dans les disciplines scientifiques, très vite, ce sont parfois des scientifiques qui ont été chercher en économie l'optimum et commencé à dicter comment il faut faire, et des agronomes qui, au lieu de rendre intelligible le monde complexe, commencent à dire comment il faut faire. Je crois que ça, c'est du passé, c'est complètement désuet. Y compris parce que l'agriculture, qui a été inspirée un peu par cette agronomie normative, aujourd'hui, elle est quand même en péril, et elle est même dénoncée. Et franchement, aujourd'hui, y compris en France et dans les régions de France, je pense que ça doit devenir de plus en plus difficile de s'entendre dire vous êtes subventionnés, là, les subventions de la politique agricole commune, et puis les algues vertes sur le littoral, c'est vous. Oui, vous êtes subventionnés, c'est l'argent du contribuable,
Et maintenant, le coût de l'eau potable, qui représente à peu près la potabilisation de l'eau, 5 fois les subventions de la politique agricole commune, c'est vous. Ah ben, chapeau. Et puis, moi je veux bien qu'on parle de tout ça, les perturbateurs endocriniens dans les fruits et légumes, les antibiotiques dans la viande, chapeau les agriculteurs. Moi, je serais agriculteur, je m'entendrais dire que je vis à la solde du contribuable et je n'ai fait que ces désastres, je veux dire, je supporterais ça très mal. Mais néanmoins, n'est-ce pas vrai qu'il y a des algues vertes? N'est-ce pas moins vrai qu'il y a des perturbateurs endocriniens dans nos fruits et légumes? N'est-ce pas vrai que le coût de la potabilisation de l'eau, pour qu'il n'y ait pas d'atrazine dans l'eau du robinet, nous coûte extrêmement cher? N'est-ce pas vrai quand même que le lait pas cher nous coûte très cher? En impôts, il faut retirer les algues vertes. Notre pain pas cher coûte très cher pour que l'eau devienne potable. Certes, ce n'est pas dans le coût du produit. Mais du coup, qu'est-ce que c'est que ces normes qui ont dit aux paysans, allez, maintenant vous nous livrez un produit pour pas cher en termes monétaires sur le rayon du supermarché. Mais on découvre qu'il y a des coûts autres. Donc on va être quand même obligé de reconcevoir de toute façon notre agriculture dans les régions de France comme dans les autres régions. Honnêtement, je crois qu'aujourd'hui, les gens qui laissent entendre que non, c'est pas grave, on va pouvoir corriger, ok, il y a une punaise, il y a un puceron qui est birésistant, mais c'est pas grave, avec une 3e molécule pesticide, on va remettre une rustine. Non, ça s'appelle aller droit dans le mur, on continue de mettre des rustines. Oui, l'agriculture qui va s'inspirer de l'agroécologie, ayons le courage de le dire, c'est quand même très dur à entendre, j'en convainc, pour des gens qui ont investi, qui sont endettés, qui amortissent le matériel sur les plus vastes surfaces possibles en ayant spécialisé leur agriculture, savoir qu'il va falloir sans doute la diversifier dans des proportions assez considérables, c'est très dur à entendre, il va falloir, ça va être une vraie révolution technique, l'agriculture inspirée de l'agroécologie, ça ne va pas être un grand soir, donc ce sera une transition, vous pouvez l'appeler écologique ou autre, mais comment y arriver? Alors allons-y, les erreurs du passé, justement, comme j'ai pu que, sur mes 48 minutes, j'en ai déjà plus beaucoup, je vais passer très vite, je n'ai pas envie de stigmatiser personne, mais on a demandé à des agriculteurs de nourrir une population croissante, d'accroître des rendements à l'hectare, ça a été l'amélioration variétale, je mets des guillemets, parce que je trouve insupportable aujourd'hui que des scientifiques puissent mettre des jugements de valeur dans leur discours scientifique. Donc mauvaise herbe, vous oubliez. Dites herbe adventice, herbe concurrente, rendement dit accroître, abaisser, dites-moi si améliorer une variété, c'est pour qui, dans quelles conditions écologiques, dans quelles conditions socio-économiques. Mais c'est vrai que pendant longtemps, ce qu'on a appelé l'amélioration variétale, c'était quand même mettre au point des variétés à haut potentiel génétique de rendement à l'hectare, mises, sélectionnées en conditions toutes choses égales par ailleurs. Donc il ne fallait pas qu'il y ait plus de punaises à un endroit qu'à un autre, on a mis des insecticides, plus de nématodes à un endroit qu'à un autre, on a mis des nématicides, champignons, fongicides, herbicides, nématicides, enfin des produits en cides qui commencent à nous poser problème. La recherche expérimentale, toutes choses égales par ailleurs. On a demandé aux gens d'accroître la productivité du travail, évidemment des travailleurs agricoles, en remplaçant les gens par des machines. Résultat, on a 10% de chômage. 10%, quand une ferme disparaît en France, c'est toujours du chômage en plus, même si, évidemment, le fils, la fille de l'exploitant agricole qui trouvera peut-être un emploi, s'il ne reprend pas l'exploitant des parents, c'est qu'il trouve que l'emploi est peut-être plus rémunérateur ailleurs, mais elle prend un emploi de quelqu'un qui n'en aura pas, et la ferme qui disparaît, même si ça sert à l'agrandissement des voisins, ça ne crée pas d'emploi, ça permet fort heureusement pour les voisins d'amortir au plus vite leur matériel, et eux ont raison en raisonnement microéconomique de vouloir amortir au plus vite un matériel pour lequel ils sont lourdement endettés. Je ne suis pas en train de stigmatiser quiconque. Les erreurs du passé, ce n'est qu'une somme de raisonnement microéconomique juste. Oui, la recherche agronomique avait intérêt à amortir l'investissement dans la recherche agronomique avec des variétés les plus passe-partout possibles, du Pas-de-Calais jusqu'à la Camargue, de la Bretagne jusqu'à l'Alsace. Oui, il fallait éliminer les caractéristiques trop locales. Et à l'échelle mondiale, je disais, puisqu'on parle l'unité d'enseignement où j'interviens aujourd'hui, c'est tropical. Le riz, si on veut le repiquer 2 fois par an, 2 saisons de culture, il ne faut pas qu'il soit photopériodique, qu'il ne fleurisse qu'une fois par an. Donc, tout ce qui est caractéristique trop local, en fonction du jour, de la nuit, etc., allez. Mais aujourd'hui, c'est ça qui va effectivement nous coûter assez cher. Bref, les effets de l'agriculture industrielle, je n'ai pas envie de les dénoncer. Éventuellement, on en reparlera dans le débat. Je souhaiterais plutôt qu'on positive. Mais enfin, comme on m'a demandé quand même de parler de la région des Hauts-de-France, je voudrais vous montrer quelque chose qui, moi, à ma vue, est le contraire de ce qu'il nous faut faire. Certes, c'est biotamisé, ce sera peut-être hautement productif, en je ne sais pas quoi d'ailleurs, en chips de McCain à l'hectare, une pomme de terre qui a la forme d'un ballon de rugby,
pas un défaut, pour que ça fasse vraiment des chips ovales ou des frites. Enfin, les agriculteurs ont quand même été, dans un grand nombre, dans l'obligation de répondre à un cahier des charges d'une agro-industrie qui, elle, est robotisée et demande un produit standard. Si éventuellement vos pommes de terre doivent être comme un ballon de rugby pour l'industrie, alors je ne sais pas s'il faut citer des marques ou des entreprises, mais c'était pareil pour les canards, pour des ateliers de découpe, il faut que les canards ils arrivent tous avec le même poids, le même truc, mais il n'est pas question que quand en industrie, on ébouillante, on plume, on épile, et plus tard, on éviscère, on éventre, on en sache. Il ne faut pas qu'il y ait 10 canards, 10 temps différentes, le premier on le plume, il saigne, l'autre on l'éventre, il a encore des plumes. Quoi. S'il vous plaît, les agriculteurs, apportez-nous une matière première, quoi. Un minerai, on a dit. La fois où on a réussi à mettre, ce n'était pas les Hauts-de-France, j'en conviens, mais c'est tour de force qu'on a réussi à mettre du cheval dans du bœuf, dans les lasagnes. Les gens ont dit on s'est trompé de minerai. Enfin, c'est d'une injure à l'égard des agriculteurs pour qui le produit agricole est quand même un produit fini. Mais n'empêche que notre agriculture, elle en est quand même un peu là. Est-ce qu'il y a des alternatives? On va positiver. Alors, alternative. Attention, on va reprendre le problème de façon totalement différente. Nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière. Petit cours d'agroécologie qui est vraiment ce que je pense l'agronomie n'aurait jamais dû cesser d'être. On a besoin dans notre alimentation, on a besoin, alors d'abord de reconnaître que l'objet de travail, c'est l'écosystème, ça c'est la discipline scientifique. Mais on a besoin dans notre alimentation de calories, de protéines, de vitamines, de minéraux, de fibres, d'antioxydants, oméga 3 ou autres. Allons-y. Comment le produire? Ben moi j'ai envie de vous dire, le moteur de tout, vous le savez, c'est un b.a.-ba, c'est la photosynthèse. Au fond, l'énergie alimentaire dont nous avons besoin dans l'alimentation, on le trouve, évidemment c'est l'énergie qu'on dépense chacun de jour, 2200 kilocalories par jour, sinon on a faim, on souffre de malnutrition. Et il y a quand même 800 millions de gens qui ont faim, qui n'ont pas tous les jours les 2200 kilocalories, c'est-à-dire que le ventre tenaille, mais c'est vrai qu'ils ne peuvent pas dépenser dans la journée une énergie qu'ils n'ont pas mangée auparavant. Donc on n'est pas aussi fort au travail, au football, à se déplacer, quand on n'a pas les 2200 kilocalories. Puis il y a 1 milliard de gens qui ont des carences nutritionnelles, protéiques, vitamines, minéraux. Mais la calorie, c'est quand même l'énergie, c'est la première nécessité. Et d'où ça nous vient? Ça, c'est la bonne nouvelle de la soirée, pas seulement de la soirée, ça nous vient du soleil. Et la bonne nouvelle, il n'y a pas de pénurie annoncée de rayons solaires avant 1,5 milliard d'années. Alors je vous en prie, on va faire l'usage intensif de ce qui ne coûte rien, qui est gratuit, l'énergie solaire, et on peut en faire le plein usage, ça va se renouveler, il n'y a pas de pénurie annoncée, allons-y. Usage intensif, je plaide pour une agriculture intensive, à l'hectare, des rayons du soleil. Plus un rayon du soleil ne doit tomber à terre. Excusez-moi, on va se donner une règle générale. Alors évidemment, tout va dépendre, l'agroécologie, de là où on est. Parce qu'il va falloir adapter quelques règles générales à des conditions concrètes, semi-arides, tropicales, c'est mon cours en ce moment, ou au contraire inondables, les rizières de bas-fond, ou Hauts-de-France, les monts, Battant et autres. Mais allons-y, l'idée quand même première, c'est la couverture végétale la plus totale et la plus permanente possible. Je n'ai pas dit qu'on pouvait faire total et permanent, mais la plus forte possible, le moins de rayons du soleil qui tombent directement à terre, je veux voir les rayons du soleil tomber sur des feuilles vertes capables de transformer l'énergie solaire en énergie alimentaire. Donc, allons-y. Ça veut dire, attention, association végétale. Alors, je ne sais pas où on en est dans Hauts-de-France, mais dans la Brie, j'observe les gens, entre les rangées de blé, ils sèment des lentillons. Et du coup, le rayon du soleil qui n'est pas tombé sur la feuille de blé, ça a été quand même récupéré par les lentillons. Je trouve que ce n'est pas idiot. Un peu compliqué, mais pas idiot. Désormais, on va devoir avancer vers l'idée d'association végétale. Alors, dans les pays du Sud, la milpa, c'est le maïs, le soja, la cucurbitacée rampante. Là, dans les agricultures manuelles des pays du Sud, je vais vous dire, là, ils sont sans arrêt à la recherche du sol. J'essaie de tout prendre. Alors, ça va être association végétale. Et puis, il faudrait aussi que ce soit une couverture végétale à toute saison. Hiver, printemps, été, automne. Et sous les tropiques, saison des pluies et saison sèche. Il faudrait qu'il y ait encore des feuilles vertes en saison sèche, capables d'intercepter l'énergie solaire et de la transformer en énergie alimentaire. Ça, c'est le défi.
couverture végétale la plus totale et la plus permanente possible. Après, on fait avec les moyens du bord. Alors maintenant, je dois être honnête avec vous, et la plupart, vous le savez, l'énergie alimentaire, ça s'appelle sucre, ça s'appelle amidon, ça s'appelle huile. C'est l'huile d'olive, l'huile de colza, de tournesol, de palme, c'est le fructose, c'est le saccharose, et puis c'est l'amidon de la pomme de terre, du maïs, de l'igname, de la banane plantain et autres. Ce sont les hydrates de carbone. C'est la ration carbonée de notre alimentation qui nous fournit l'énergie. Mais où la plante trouve-t-elle le carbone? Enfin Dieu. Dans le gaz carbonique. Y a-t-il pénurie annoncée de gaz carbonique dans les années qui viennent? Excusez-moi, il y a pléthore de gaz carbonique, c'est un gaz à effet de serre. Alors si les agriculteurs peuvent faire un usage intensif de ce gaz carbonique, la plante prend le carbone, elle libère l'oxygène, elle fabrique le sucre, l'amidon, les huiles, pourquoi pas de la paille, et si la paille est bien enfouie, de l'humus, je suis pour l'agriculture intensive. Je voudrais qu'il n'y ait pas de confusion pour nourrir une population croissante sur des populations. On va pas. L'agriculture moderne de demain, ce n'est pas de continuer de déforester la forêt amazonienne, la forêt congolaise, ce n'est pas l'agriculture extensive qui a un avenir. À l'échelle mondiale, nous, on va voir, produire un peu moins de produits bruts, mais plus de valeur ajoutée, ça peut avoir un sens. Mais à l'échelle mondiale, faire l'usage à l'hectare très intensif des rayons du soleil et du carbone, du gaz carbonique, je suis pour. Sauf que, ça s'appelle photosynthèse, c'est bien, mais il faut quand même que le gaz carbonique rentre dans la plante. Et par où le gaz carbonique rentre-t-il dans la plante? Tout ça, vous le savez. C'est par les stomates, c'est les petits trous par lesquels la plante respire. OK. Et du coup, il faut que la plante transpire. La plante, elle est comme nous, elle transpire, plus il fait chaud, plus il fait sec, plus il y a du vent, plus elle transpire. Mais nous, on a intérêt à boire tout de suite. On n'a pas de résistance au stress hydrique. S'il fait chaud, s'il fait sec et qu'on transpire beaucoup, il faut boire tout de suite, on meurt. La plante, quand même, elle a un atout sur nous, c'est que si elle ne trouve pas assez d'eau à boire dans le sol, elle peut momentanément résister au stress hydrique en cessant de transpirer. Elle va conserver son eau et résister au dessèchement pendant quelques temps. Quelques jours, pour certaines plantes, quelques semaines, pour de très rares plantes, plusieurs mois. Résistance au stress hydrique. Mais pour résister au stress hydrique, la plante, pour conserver son eau, elle va cesser de transpirer. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ferme les orifices par lesquels elle était en train de transpirer. Sauf que c'est par les mêmes orifices que la plante interceptait le gaz carbonique, prenait le carbone et relâchait l'oxygène. Donc vous voyez la culture, monoculture de maïs, excusez-moi, ce n'est pas les Hauts-de-France. Vous êtes dans le sud-ouest, et c'est la monoproduction de maïs. Alors, l'hiver, c'est vachement intelligent, le sol est à nu, les rayons du soleil tombent à terre. Pas très intelligent. Au mois d'avril-mai, on a semé le maïs, entre les rangées de maïs, il y a encore des rayons du soleil qui tombent à terre. Pas très intelligent. Et quand au mois d'août, ça y est, le maïs recouvre la totalité des terrains, tous les rayons tombent enfin sur des feuilles et ne tombent pas à terre, ça tombe mal au mois d'août, il ne pleut pas beaucoup, il n'y a pas assez d'eau dans le sol, et même le maïs, qui est pourtant efficace du point de vue de la photosynthèse, c'est une plante en C4, mais n'empêche que c'est la mauvaise saison, le maïs va cesser de transpirer, va fermer les orifices, et du coup, les rayons du soleil qui tombent sur les feuilles, ça ne va servir à rien, parce que la plante est incapable d'intercepter le gaz carbonique. Ça s'appelle avoir tout faux. Alors tout faux, je stigmatise personne. Un peu les agronomes quand même, des gens qui me ressemblent. Mais c'est quand même vrai que d'avoir fait remonter toujours plus au nord une plante tropicale, sachant que sous les tropiques, la saison chaude, c'est la saison des pluies, alors que chez nous, la saison chaude, c'est la saison sèche. Oui, le poulet de Bresse, je sais, il y a des orages. Et du coup, il y avait du maïs. OK, dans quelques régions, OK. Mais d'avoir étendu les surfaces de maïs en France au point où nous les avons étendues, alors qu'effectivement, le maïs, ce n'est pas qu'il exige plus d'eau qu'un blé à la tonne produite, mais c'est qu'il l'exige au mauvais moment. Donc il va falloir s'y prendre autrement. J'ai rien contre le maïs, aucun racisme anti-maïs, je vous le dis tout de suite. Mais on va devoir réfléchir des cultures d'été, des cultures d'hiver, des cultures d'automne, et pas forcément faire que du maïs sur des grandes régions. Parce qu'évidemment, je connais la réponse. Non, mais monsieur le fumier, c'est pas grave, on va irriguer. Et on va irriguer, c'est pas grave, on va pomper dans la nappe phréatique. Ah oui, mais la nappe phréatique descend. C'est pas grave, on va pomper de l'eau dans les rivières. Oui, c'est Sivins. Il y a eu un mort. Non, mais c'est quand même, on a le droit de... C'est un peu dur, j'entends. Ces écolos qui commencent à faire ceci, cela. Mais n'empêche qu'il y a quand même un vrai problème. On ne peut pas sans arrêt irriguer
aux dépens d'un débit d'étiage d'une fleuve, si les poissons vont disparaître, si ça fait porte du grand tort aux pêcheurs et autres. Il va bien falloir, l'agroécologie, c'est l'agriculture inspirée de l'agroécologie va essayer de satisfaire tout le monde, la population croissante, la nourriture, et puis peut-être les poissons dans des rivières dans lesquelles on va quand même se préoccuper de maintenir un débit d'étiage suffisant, quoi. Mais pas toujours pomper. Donc on va essayer de passer autrement. Et du coup, vous voyez bien que la vraie question, là où ça devient plus délicat, c'est la gestion de l'eau. Mais moi, je vous parle de l'eau pluviale. L'eau qui, impérativement, va devoir être emmagasinée dans le sol, mise en réserve dans le sol, à disposition des racines des plantes, pour que les plantes puissent s'abreuver longtemps, transpirer longtemps et allonger la durée de la photosynthèse. Donc, toute la pluie, rien ne doit ruisseler. À partir de maintenant, rien ne doit descendre en bas dans la vallée prématurément. Si on remplit les rivières, ce sera après avoir filtré le sol, les nappes phréatiques, mais je ne veux plus voir d'eau ruisseler. Ce n'est pas seulement la lutte anti-érosive, mais on va essayer d'emmagasiner quand même dans le sol le maximum d'eau. On va remettre des haies, y compris dans les régions Hauts-de-France. Et on va remettre des haies pour empêcher l'eau de ruisseler. Mais on va aussi remettre une végétation la plus totale possible, parce qu'à la limite, c'est quand même la couverture végétale qui fait que le petit filet d'eau ne prend pas de vitesse. Il est arrêté une première fois par une racine, une deuxième fois par une tige, une troisième fois par une feuille morte, une quatrième fois par un ver de terre. Ça finira par s'infiltrer. Je veux voir toute l'eau. Non, mais c'est ma façon de m'exprimer, hein. Je ne donne d'ordre à personne. Mais quand même, ça marque les esprits. On va tout faire pour que l'eau s'infiltre. Donc, on l'empêche de ruisseler. Alors, on m'avait enseigné quand même que pour que l'eau s'infiltre dans un sol, il faut labourer. Ça, on me l'avait enseigné. Et aujourd'hui, on me dit « Ah non, alors là, vous ne vous rendez pas compte. Le labour, vous oxygénez le sol. Alors, on a vu le labour tamisé tout à l'heure, hein, mais vous ne vous rendez pas compte la quantité de travail que vous avez fait. Vous oxydez le carbone du gaz carbonique. Tout le carbone que vous avez séquestré dans l'humus des sols est en train de s'oxyder, ça retourne en gaz carbonique. Le gaz carbonique est un gaz à effet de serre. Moins il y a d'humus, moins ça retiendra l'eau de plus. Moins il y a d'humus, plus il y aura de moindre stabilité structurale, plus il y a d'érosion, les croûtes de battance. Allez, on arrête, zéro labour. Alors j'en conviens, on va devoir s'adapter aux conditions locales. Le zéro labour, ce n'est pas facile partout. Mais l'idée quand même de technique culturelle simplifiée, l'idée de ne pas oxyder exagérément, évidemment la minéralisation de la matière organique, elle continuera pour libérer des éléments minéraux, j'en conviens. Mais pas de façon exagérée. Et du coup, c'est vrai que pour que le sol devienne poreux, il nous faut trouver d'autres solutions. Remarquez, vous les connaissez, c'est le ver de terre, les colamboles, la biologie des sols, et puis parfois des savants mélanges, d'humectation, rétractation des sols, fente de retrait, etc. Mais on va devoir être bigrement savant, mais il faut que toute l'eau de pluie s'infiltre au maximum dans le sol. C'est la couverture végétale. Non, ça c'est un peu pour après. Il faut maintenant que l'eau qui s'est infiltrée reste à disposition des racines. N'aille pas tout de suite en profondeur dans la nappe phréatique. Le maximum d'eau, on veut qu'elle soit à proximité des racines en réserve pour la période où il ne pleuvra pas beaucoup et qu'on continue la transpiration, donc la photosynthèse. Il faut retenir l'eau auprès des racines. Ben là, vous le savez très bien, ce n'est pas nouveau ce que je raconte, mais on va prendre ça désormais au sérieux, c'est ça la différence, c'est l'argile et l'humus. Enrichir un sol en argile, on n'a jamais su faire. Un sol sableux reste un sol sableux. Mais enrichir un sol en humus, on sait faire. On sait que l'humus, c'est un savant mélange de carbone, 50% un peu plus. Et ce carbone, c'est le carbone de l'atmosphère, c'est la photosynthèse, et c'est la partie qui ne sert pas à faire de l'amidon, du sucre et du fructose, mais qui sert à fabriquer de la paille, des résidus de racines, et quand ça se décompose, ça peut fabriquer de l'humus. Vous avez des microbes qui commencent à grignoter, à manger, à décomposer le carbone de la paille, à constituer des corps microbiens. Plus tard, ça fera de l'humus. Sauf que, vous savez que ces microbes, s'il manque d'azote, c'est raté. La fin d'azote, on vous a enseigné. C'est-à-dire que quand vous déchaumez, s'il n'y a pas assez d'azote, les pailles, elles ne vont pas se décomposer à grande allure. Et vous pouvez peut-être même commencer à craindre que le carbone retourne à l'état de gaz carbonique. À vérifier. En tout cas, le déchômage, la fin d'azote, ce n'est pas génial. Oui, en agriculture, on a besoin d'azote, ne serait-ce que pour produire un peu d'humus. Alors, moins d'azote dans l'humus, 5-6%, ok.
c'est beaucoup moins que le carbone. C'est toujours ce ratio carbone-azote sur lequel nous allons devenir savants avec l'agroécologie. Le cycle du carbone et le cycle de l'azote, nous allons essayer de gérer ça conjointement en circuit court. Mais, d'ailleurs, juste l'agriculteur dans l'abri qui met juste des lentillons entre les rangées de blé. C'est pas inintéressant, hein? Parce que quand il a récolté son blé, il reste de la paille et des racines, c'est plutôt carboné. Il a récolté ses lentillons, c'est plutôt riche en azote. Et là, le microbe, il trouve la bonne dose de carbone et la bonne dose d'azote pour fabriquer de l'humus sans même qu'on ait à mettre du fumier. Et à ce moment-là de mes conférences, excusez-moi, je n'y échappe pas de vous dire que je suis quand même un ardent défenseur du fumier. C'est pas de bon goût, j'en conviens. Mais je n'y échappe pas, je ne peux pas m'en empêcher. Mais parce que le fumier, c'est quand même un savant mélange de carbone et d'azote. C'est le carbone de la paille et l'azote de l'urine. Vous l'avez compris, en Bretagne, désolé, mais Nord-Pas-de-Calais, on peut aller dans la Vénois, on peut aller dans les régions d'élevage, on peut aller à Boulogne et autres, hein, terminer les élevages sur caillebotis. Hein. Terminé. Hein. Le lisier, c'est terminé. L'azote du lisier qui s'écoule, il va fertiliser le littoral, c'est terminé. Non, l'azote, vous allez le récupérer dans le fumier, vous allez remettre les animaux sur la paille, on fera du fumier, ça fabriquera de l'humus et on remettra ça dans les sols. Ah oui, là, terminé l'azote pour fertiliser le littoral. C'est récupérer, économie circulaire, récupération, bon dosage, carbone, azote, fumier, humus. Alors évidemment, je vous ai dit que l'agriculture a besoin d'azote, pas seulement pour fabriquer de l'humus, mais pour les protéines. C'est en clair, hein. La première nécessité dans notre alimentation, c'est les 2200 kilocalories. En France, on consomme plus en ration énergétique. Mais la deuxième nécessité, c'est les protéines. Alors pareil, c'est des choses que vous savez, mais je trouve qu'ils méritent d'être redites dans une conception systémique, agroécologique. Eh bien, les protéines, c'est des hydrates de carbone sur lesquels on rajoute de l'azote. Et pourquoi on en a besoin? C'est tous les tissus du corps humain, les muscles, le sang, les os, la chair, les cheveux, les ongles, tous les tissus du corps humain, c'est des protéines. Et on est obligé de renouveler, parce que nos tissus se renouvellent, on sue, on pleure, vous très peu, mais on urine, ça, davantage. Et en tout cas, nos tissus du corps humain sont évacués, on est obligé de renouveler nos protéines et de trouver de l'azote dans notre alimentation. On est contraint de trouver des protéines, végétales ou animales, dans notre alimentation. Et l'azote, vous le savez, les protéines, vous le savez, c'est les hydrates de carbone dont on parlait tout à l'heure, sur lesquels il faut rajouter de l'azote. Ça s'appelle fabriquer des protéines. Et ça vous a été sans doute enseigné pour la plupart d'entre vous. Rajouter de l'azote sur un hydrate de carbone pour fabriquer des protéines, c'est une manip biochimique très exigeante en énergie. Donc, on veut un blé, y compris dans les Hauts-de-France, riche en protéines, attention au gluten, mais pour qu'il soit panifiable, il lui faut apporter de l'azote, on veut lui apporter de l'ammonitrate, du sulfate d'ammonium, de l'urée, des engrais azotés de synthèse, coûteux en énergie fossile. On importe du gaz naturel russe ou norvégien. Ce n'est pas un circuit court, hein, pour fabriquer des engrais azotés de synthèse. Mais comme c'est de l'énergie fossile, je suis désolé, c'est désuet. C'est terminé. On sait que l'énergie fossile, elle est fossile. Donc on doit être très économe en énergie fossile. Non, les engrais azotés de synthèse ne sont pas une solution pour fabriquer des protéines pour nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière. D'autant plus que quand vous épandez les engrais azotés de synthèse, c'est très émetteur de protoxyde d'azote, N2O. Et le protoxyde d'azote, c'est la principale contribution de l'agriculture française, pas à l'échelle mondiale, hein, mais d'agriculture française, Hauts-de-France comprise. C'est la principale, c'est pour 51% la contribution de l'agriculture française au réchauffement climatique. C'est le premier gaz. Le deuxième est le méthane, et le gaz carbonique, donc le labour et les carburants des tracteurs, c'est en troisième position. À l'échelle mondiale, c'est l'ordre inverse. C'est le gaz carbonique et la déforestation qui est le principal gaz à effet de serre. Et dans les pays pauvres où on n'utilise pas les engrais azotés de synthèse, le protoxyde d'azote, ça paye peu. Ça pèse peu. Mais chez nous, si on peut être très économe en engrais azotés de synthèse, parce que c'est coûteux en énergie fossile, il n'y a plus de gaz de lac, notre usine a explosé, et maintenant on importe soit des engrais de synthèse, soit du gaz naturel depuis loin, norvégien ou russe, il faut arrêter ça. Mais la solution alternative, vous la connaissez, c'est les légumineuses.
Les légumineuses, c'est en circuit court. L'azote de l'air, la plante, les légumineuses, c'est les microbes évidemment qui les aident à faire ça, les rhizobiums, parasitent l'énergie de la plante, ça c'est clair. Mais avec cette énergie, les microbes, les rhizobiums prolifèrent, mais parviennent à fixer l'azote de l'air, l'air du sol, et fabriquer des acides aminés, refiler ça à la légumineuse, qui va être riche en protéines végétales, que ce soit pour l'alimentation humaine, les lentilles, les pois chiches, les haricots, les petits pois, pour l'alimentation des cochons, le fèvre, le pois fourragé, le lupin, le soja, ou, si c'est des ruminants, la luzerne, le trèfle, le sainfoin, le lotier, la vesse, etc. Et puis si vous êtes au Sénégal, c'est l'arachide, et si vous êtes au Brésil, c'est le soja, si vous êtes au Congo, c'est le pois Congo. Enfin, je veux dire, aucun pays du monde ne manque de plantes de la famille des légumineuses capables de fabriquer des protéines en circuit court à partir de l'azote de la parcelle sur laquelle la légumineuse est là. Et moi, je trouve quand même un peu dommage que dans notre agriculture française, on produise trop de calories au-delà de nos besoins et qu'on essaie d'exporter des céréales. D'ailleurs, les céréales qu'on essaie d'exporter, alors les blés de force vers le marché européen, ok, mais honnêtement, les céréales de mon pays de Caux, à peine panifiables, exportées vers l'Algérie et l'Égypte, et qu'on vend à un prix qui n'est pas le prix le plus élevé, parce qu'on est en concurrence avec des blés ukrainiens, et que nous ne parvenons à vendre à l'Égypte et l'Algérie qu'en acceptant des prix assez bas, certes, ça nous procure quelques devises, mais j'aimerais savoir, pour atteindre 90 quintaux, combien ça nous coûte, en engrais de synthèse en particulier, engrais azotés, et les autres produits phytosanitaires. Donc on regardera la valeur ajoutée, c'est très intelligent, aujourd'hui en France, dans les Hauts-de-France comprises, de faire un blé à 90 quintaux, en essayant d'être compétitif, avec des blés ukrainiens de 30 quintaux, des blés roumains de 30 quintaux, sur des exploitations de plusieurs milliers d'hectares, laisser penser à un céréalier que s'il n'y avait pas les subventions, s'il n'y avait pas les subventions à l'hectare, dans les Hauts-de-France comprises, le céréalier peut être compétitif avec des gens pour qui il n'est pas coûteux de passer de 30 à 50 quintaux et où le matériel est amorti sur des milliers d'hectares, laisser penser à des céréaliers en France qui a un avenir pour cette agriculture-là, je pense que c'est très méchant. Je pense quand même qu'il serait utile que nous réorientons déjà pour un blé compétitif de 50 quintaux fertilisé avec de la luzerne. Oui, je suggère qu'en France, Hauts-de-France comprise, nous cessons de surproduire des céréales et que nous redevenions plus indépendants en protéines végétales, luzerne, sainfoin, lotier, févrole, pois chiches, que nous cessions d'importer le soja, les tourteaux de soja. La France est déficitaire pour les 2/3 de soja et tourteaux de soja en provenance du Brésil, d'Argentine et des États-Unis, et que nous produisions en France des protéines françaises pour nourrir des Français, des animaux français, avec de l'azote de l'air français. Plus franchouillard que moi, je ne peux pas m'empêcher, hein. Plus franchouillard que moi, vous mourrez tous. Sauf que, quand je suis au Brésil et que je fais mon cirque, et je dis on va mettre des droits de douane à votre soja, on va reconquérir notre sécurité, notre autosuffisance vivrière, en ce quoi on est extrêmement dépendant, les protéines végétales destinées à l'alimentation humaine, les haricots de Castelnaudary, les cassoulets de Castelnaudary, on veut des haricots français, pas argentins. Voilà. Alors, évidemment, ça paraît protectionniste, ça j'en conviens, hein. Et j'accepte que vous me traitez de protectionniste. Mais en circuit court, avec de l'air français. Et vous savez ce qu'ils me répondent, les Brésiliens, l'immense majorité. Alors, les exportateurs de soja, ils n'aiment pas beaucoup, hein. Ceux-là, ils me disent que j'ai rien compris au libre-échange, à la spécialisation sur les avantages comparatifs. Chacun fait sur pourquoi on est le plus compétitif. Eux, ils sont compétitifs pour faire du soja. Nous, on est compétitifs pour faire du champagne. On s'échangera le champagne et le soja. Ce sera gagnant-gagnant. Mais quand un Brésilien me dit ça dans une réunion publique, vous avez tout de suite d'autres Brésiliens, bien plus nombreux, qui me disent franchement qu'ils ne sont pas fiers, mais vraiment pas fiers, de produire du soja pour nourrir nos cochons. Ils me montrent du doigt. Nos volailles, nos ruminants, monsieur Dufumier, vos ruminants. Alors que eux, là-bas, ils préféraient nourrir des Brésiliens. La faim dans le monde, nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière. Au Brésil en particulier, c'est pas qu'on manque de nourriture, mais c'est que la nourriture
le soja, le maïs, la viande produite au Brésil en surproduction, elle est achetée par des gens plus solvables que des Brésiliens qui ont été ruinés par l'agriculture motomécanisée, qui se retrouvent dans les bidonvilles, ou des paysans sans terre qui n'ont pas le pouvoir d'achat d'une nourriture qui existe pourtant chez eux et qui est vendue chez nous parce que nos cochons sont solvables. Enfin, nos usines d'aliments du bétail sont solvables. Les gens qui fréquentent les restaurants du cœur chez nous, y compris dans les Hauts-de-France, c'est pareil. Hein. S'ils mendient la nourriture, ça n'a rien à voir avec le fait que les Hauts-de-France ne produiraient pas assez de nourriture. C'est parce qu'ils sont trop pauvres. Alors c'est vrai aussi pour ceux qui produisent du café et du cacao en Côte d'Ivoire, qui là, eux, ne produisent pas la nourriture chez eux en quantité suffisante et qui, avec le café et le cacao, ne parviennent pas à avoir des revenus pour acheter la nourriture qui est produite chez nous, en Ukraine, en Russie, aux États-Unis, en Argentine ou en Nouvelle-Zélande. Mais c'est le pouvoir d'achat des gens et les inégalités de revenus dans le monde qui expliquent la faim et la malnutrition. Des gens qui sont trop pauvres pour acheter une nourriture qui existe, et une nourriture qui existe, mais pléthorique. Pour nourrir correctement quelqu'un, il faut 200 kg de céréales, ou son équivalent, pommes de terre, manioc, igname. La production mondiale, elle est de 330. Il y a 130 kg d'excédent, d'équivalent céréales. Mais alors pourquoi y a-t-il des gens qui souffrent de la faim et de la malnutrition? C'est qu'ils sont trop pauvres, ils ne parviennent pas à l'acheter. Et vous savez que les 130 kg, ça sert à mettre à la poubelle ce qu'on gaspille, ça sert à nourrir des cochons, ça sert à donner à boire à des voitures, parce qu'il y a l'alimentation qui échappe à des pauvres, qui est achetée par des usines d'éthanol, d'agrodiesel, parce que nos voitures et nos avions ont soif. Oui. Alors, merci, j'avais demandé ce que je sois averti. Donc on va, dans tous les peuples du monde, gérer le cycle du carbone et de l'azote en circuit court, les lentillons entre les rangées de blé, le soja entre les rangées de maïs, et on va remettre les animaux sur la paille, le carbone de l'urine, mais c'est les légumineuses qui, dans chacun des pays, permettra à chacun des pays de retrouver son autonomie alimentaire en protéines végétales, éventuellement animales. Voilà, gérer le cycle du carbone et de l'azote en association. Et maintenant, puisqu'il me reste plus que 10 minutes, c'est quand même vrai qu'on a besoin de calcium pour les os, on a besoin de potassium, on a besoin de phosphore, pas seulement pour phosphorer, la plante aussi en a besoin. Et là, j'en conviens, on a retiré ça du sol. Et on a retiré ça du sol, il faut en remettre. Et là, il n'y a pas que des bonnes nouvelles. Parce que les 3 bonnes nouvelles, c'était énergie solaire, pas de pénurie, carbone du gaz carbonique, pas de pénurie, azote de l'air, pas de pénurie. 79% d'azote dans l'air, pas de pénurie annoncée dans les siècles qui viennent. Par contre, les éléments minéraux du sous-sol, plus on en prend, plus il faudra envisager d'en remettre. Et là, il y a une très mauvaise nouvelle. Et il faudrait qu'on soit très sérieux là-dessus, c'est le phosphore. Autant le calcium, les falaises calcaires à l'échelle mondiale, allez, ce n'est pas le problème. Le potassium, je n'entends pas encore beaucoup d'experts inquiets. Mais le phosphore, on nous dit d'ici 3-4 décennies, les mines de phosphate, coût d'exploration de nouvelles mines et coût d'exploitation hyper coûteux. Et déjà, les engrais phosphatés, le prix augmente parce que les pays qui détiennent les mines de phosphate font payer cher cette perspective de pénurie. Il y a une rente phosphatière comme il y a une rente pétrolière. Et du coup, ça devient très cher. Il va falloir être très économe en phosphore et peut-être en trouver ailleurs que dans les mines de phosphate. Là, je ne vous cache pas, on n'est quand même pas très à l'aise. Alors, éviter le gaspillage du phosphore, c'est comme l'urine. Comme l'azote de l'urine, il ne faut pas que ça fertilise les algues vertes sur le littoral. Donc, fumier, hop, on recycle. Les effluents d'élevage, on recycle. Les effluents humains, c'est plus difficile. Nous aussi, on dégage de l'urine, des fesses, on dégage du phosphore, et ça rejoint des eaux usées. Et les eaux usées, elles sont souvent mélangées avec les eaux industrielles. Et c'est vrai que s'il y a du cadmium, du plomb et du mercure, réutiliser les boues d'épuration pour commencer aux cultures, j'ai beaucoup plus de prudence. Mais pour certains élevages, franchement, c'est parfaitement possible. Hop, on recycle, économie circulaire, recyclage. Alors évidemment, j'ai du succès parce que chaque fois que je fais des conférences dans les foires bio et autres, ou dans les fermes, les portes ouvertes, etc., il y a toujours des latrines sèches. Enfin, quand dans le 16e arrondissement de Paris, je propose de mettre des latrines sèches, les gens me regardent, c'est pas complètement génial. Je vois que je n'ai pas un grand succès. Donc les effluents humains, c'est un vrai problème. Mais, alors du coup, où peut-on trouver du phosphore ailleurs? Alors, vous êtes au courant, ce n'est pas qu'en termes de quantité absolue, nous manquons de phosphore sur la planète, mais à très faible teneur,
entre nous et le magma. Il y a des épaisseurs de roches, granit, schiste, calcaire, gneiss. Il y a quand même des éléments minéraux, des silicates qui ont des éléments minéraux, y compris avec du phosphore. Mais le problème, c'est que c'est des faibles doses. Et quand je vois des gens, ils disent on va fertiliser avec de la poudre de roche, une poudre extrêmement fine pour que le phosphore devienne assimilable. Attendez qu'on soit dépendant que d'énergie renouvelable avant de vous mettre à faire de la poudre de roche. C'est trop coûteux de transformer des roches mères, en poudre. Non. Mais par contre, quand même, en sous-sol, la roche mère est altérée tous les ans. Et là, il y a des silicates qui sont hydrolysés, ça libère de la silice, ça libère des cations, ça libère du phosphore. Et là, si vous arrivez avec des arbres qui ont des racines profondes et qui parviennent à intercepter ces éléments minéraux au moment même où la roche est altérée, si ça peut remonter avec la sève, si ça peut se retrouver dans les feuilles, si la feuille morte peut tomber à terre, ce qu'elle fait toujours, eh bien vous êtes quand même en train de fertiliser la couche arable avec des éléments minéraux du sous-sol. D'ailleurs, je vous signale, ceux qui suivent le cours d'agronomie tropicale, quand je parlais de l'agriculture d'Abati-Bourli, c'est ce que faisait la jachère forestière. C'est ce que faisait le pommier dans la prairie. On va remettre des pommiers dans la prairie. Évidemment, on va remettre des haies. On a déjà dit qu'on allait remettre des haies pour empêcher le ruissellement, mais on va mettre des haies aussi pour que les feuilles mortes fertilisent les terrains. Il y a des gens, ils coupent les rameaux, ils font du bois ramel fragmenté, c'est une technique un peu compliquée, mais quand même, quand ils mettent du bois ramel fragmenté, ils apportent du carbone de la photosynthèse, peut-être quelques éléments minéraux de la sève. Il y a un problème d'azote sur lequel il faudra être très attentif. Il vaut mieux le mettre ça où il y a un sol déjà enrichi en azote, peut-être après une légumineuse. Mais en tout cas, ça peut quand même procurer des choses. Donc la haie, il faudra gérer l'ombrage, ça peut faire brise-vent. On verra plus tard, ça peut héberger des coccinelles. S'il y a des coccinelles, il y aura moins de pucerons. S'il y a moins de pucerons, on mettra moins de pesticides. Ici, dans la bande en herbier et les carabes, il y aura moins de limaces. Et s'il y a moins de limaces, on mettra moins de pesticides. Et si avec les bois, là, il y a quelques mésanges qui s'attapent à la larve du carpocaps, et bien du coup, vous mettrez de vos pommiers, il n'y aura plus de pesticides. Et alors, ça s'appelle culture sous parc arboré, réembocagement, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les champignons mycorhiziens. Les champignons mycorhiziens, c'est quand même des éléments minéraux qui sont dans la couche arable. Parfois d'ailleurs qui ont été accumulés à une époque où il n'y avait pas encore l'agriculture. Sauf que c'est coincé entre les feuilles d'argile. Et puis dans d'autres régions, fixé sur les ions aluminiques, le phosphate, ou sur les ions calcaires, quand c'est du calcaire actif. Et bien si vous pouvez trouver avec des champignons mycorhiziens la capacité d'aller les intercepter, évidemment ils parasitent l'énergie de la plante. Mais le mycélium est tellement fin. Alors le champignon mycorhizien le mieux connu, c'est quand même la truffe. Mais c'est quand même ce principe-là. On parasite l'énergie de la racine, souvent des arbres, mais des plantes cultivées annuelles aussi parfois, et on développe un mycélium tellement fin, on débusque des éléments minéraux qui sont inassimilables ou très difficilement assimilables dans la plante, dans la couche arable, et on la restitue à la plante. Peut-être que cela permettra, dans les 2-3 prochaines décennies, d'avoir la quantité de phosphore, notamment, et d'autres éléments minéraux, pour nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière, avant de se mettre à faire de la poudre de roche. Et ce sera vrai d'autant plus qu'on a quand même dans le monde des zones forestières, des zones pastorales, dans lesquelles il y a des arbres qui prennent des éléments minéraux en profondeur, qui les mettent dans la biomasse, et cette biomasse, si, via des animaux ou sans animaux, avec des charrettes, peuvent permettre la fertilisation organique des seules terres agricoles, alors là, je vais vous dire, il n'y a pas de pénurie annoncée de phosphore pour les 3 générations futures. Oui, en s'inspirant d'une agriculture, avec une agriculture qui s'inspire de l'agroécologie, discipline scientifique, qui essaie de comprendre la complexité de ces agroécosystèmes, le cycle du carbone, le cycle de l'azote, le cycle de l'eau, le cycle des éléments minéraux, le cycle des abeilles, on les a oubliés, mais la menace principale dans la perte de fertilité, moi on m'avait enseigné la fertilité des sols quand je faisais des études, mais élargissez le concept de la fertilité à l'environnement total, à l'agroécosystème. En France, peut-être que l'une des menaces, c'est la surmortalité des abeilles. La surmortalité des abeilles, c'est pas seulement qu'il y a moins de production de miel, division par 2 quasiment en 15 ans, en France. C'est la menace qui commence à peser, d'ores et déjà d'ailleurs, sur le tournesol et le colza, plus tard les pommiers, les poiriers et autres. C'est dès maintenant qu'il nous faut faire en sorte que le nombre d'abeilles soit suffisant pour assurer une fécondation, sans qu'on soit obligé maintenant de payer des gens nomades, apiculteurs, pour la seule fécondation. Enfin, je veux dire. Donc, vous voyez qu'on n'est pas sans solution.
Alors après, il y a les insectes auxiliaires, les phéromones, les trucs, mais c'est vraiment une autre façon de concevoir l'agriculture. Alors les photos, bon, à gauche, c'est les systèmes Pochon en Bretagne, graminées, légumineuses, évidemment, bon dosage carbone-azote, couverture totale du sol le plus longtemps possible. À droite, c'est la même chose en climat méditerranéen. Ici, c'est le trèfle au violet, les graminées, c'est plutôt mon Pays de Caux. Ici, c'est des lentillons semés sous du blé. Alors certains appellent ça le métail, quand on mélange, etc. Mais parfois, il y a séparation des grains. Oui, voilà, c'est mieux pour les photos. Ici, c'est la luzerne en dérobée dans l'orge. Alors ça, c'est très ancien. Alors c'est vrai que quand vous m'écoutez, vous pouvez commencer à dire, monsieur Dufumier, il retourne en arrière, quoi. On va refaire du fumier, on va remettre des pommiers dans la prairie. Attendez, les champignons mycorhiziens, nos grands-mères ne savaient pas. Donc, non, l'agriculture inspirée de l'agroécologie, elle va savoir récupérer des variétés anciennes tolérantes aux piqueurs-suceurs, aux chenilles et autres, et aux agents pathogènes. Elle va devoir revenir à des savoir-faire anciens, faire le fumier, remettre des pommiers dans la prairie. Mais elle va progresser. Si l'agroécologie est capable de bien comprendre, notamment, vous avez compris qu'on a un retard en microbiologie des sols quand même si l'INRA s'y est remise, on ne peut pas dire que l'INRA ne s'en occupe pas, mais c'est quand même vrai que sous toute la partie microbes utiles, y compris parfois il y a des charlatans dans les vendeurs de machins, il va falloir qu'on s'y mette, qu'on travaille ça sérieusement. Mais, alors évidemment, j'en conviens, pour la Normandie, les pommiers sous la prairie, j'aurais pu choisir une race normande. Ah ben les voilà, les génisses normandes dans le bocage. La haie avec ses différents étages. La haie, il faut qu'elle soit quasiment comme celle-là. La bande enherbée, les carabes, la bande arbustive, les abeilles et les coccinelles, et les rameaux anciens, le brise-vent, éventuellement le bois raméal fragmenté. Y compris si votre haie, elle est fourragère avec des frênes, ben, je vais vous dire, dans le Limousin, où alors là on n'est pas en Bretagne avec des herbes abondantes en plein mois d'août, ben, je vais vous dire, quand vous avez une grosse canicule et que vous décapitalisez, si vous avez des haies que vous pouvez abattre et donner à vos animaux, ils vont survivre et vous décapitaliserez moins. Ça, c'est du blé dur sous des noyers. On m'avait toujours enseigné que c'était impossible. On m'avait dit, sous les noyers, on ne cultivera jamais rien. Parce qu'il y a des allélopathies, c'est-à-dire il y a des molécules toxiques dans la feuille pour la plante. Bon, ça s'avère un peu vrai, mais pas suffisant. Là, le rendement en blé, le rendement total, multiplié par 1,4. Mais il faut être clair, le noyer fertilise la parcelle quand la feuille morte tombe. Et le noyer, vous l'avez vu, pendant l'hiver, c'est le blé qui recouvre la surface. Mais en saison sèche, pendant l'été, les feuilles vertes qui continuent la photosynthèse, c'est le noyer. Parce que le noyer a une racine profonde. Alors on m'a dit, ah mais non, le noyer a une racine traçante. Oui, mais quand vous associez le noyer à une culture annuelle, et que la plantule est mise, alors que la culture annuelle est déjà mise, le noyer développe d'abord sa racine en profondeur, et le profil cultural, il y a les racines des plantes annuelles, et en dessous, traçant, les racines du noyer. Je suis en vous dire qu'on exploite l'eau d'une plus grande profondeur du sol, on allonge la durée de la transpiration et de la photosynthèse, et puis le noyer, avec ses feuilles, va quand même fertiliser la couche arable. Bon, ça c'est la même chose avec les chênes en Espagne, et là les champignons mycorhiziens, c'est pas que des truffes. Bon, le compost, si vous êtes en agriculture manuelle, quand même, un petit couplet sur la permaculture et la ferme du Bec et Loin. Les gens me demandent qu'est-ce que c'est que la permaculture. Et moi je dis, c'est la conférence de M. Dufumier pratiquée par des extrémistes. Vous en pensez ce que vous voulez. Mais c'est vraiment, je ne veux pas voir un rayon de soleil tomber à terre. Je veux qu'il y ait 1000, enfin pas 1000 quand même, mais un grand nombre d'espèces qui fait que la prolifération des agents pathogènes sera d'autant plus handicapée qu'un agent pathogène d'une plante va devoir traverser 10 autres plantes avant de trouver la plante de la même espèce. Prolifération limitée. Oui, l'agriculture moderne de demain, elle cesse d'employer les mots en CID, surtout que c'est des perturbateurs endocriniens. On le sait, donc il faut arrêter. On le sait qu'il va bien falloir arrêter. Il faut s'y mettre dès maintenant. Mais ça veut donc dire qu'on ne va plus éradiquer. On va vivre avec les ravageurs. On va vivre avec les agents pathogènes. Mais on va en minorer les impacts. On va en minorer les ravages et la prolifération. Alors c'est compliqué. Alors, là-haut sur les cotonniers, pour éviter les pucerons, les insectes piqueurs-suceurs, on met les cotons velus. Les insectes piqueurs-suceurs, ils essaient de piquer et sucer la sève, et les poils n'en empêchent. Et puis quand vous avez des chenilles, alors là, la feuille lisse, quoi. Le papillon dépose son œuf, hop, l'œuf tombe à terre tout de suite. Pas de développement de la larve sur la feuille.
Ah non, mais l'agriculture inspirée de l'agroécologie, ça va être savant maintenant. Mais vous l'avez compris, et je vais quasiment terminer. Ah, quand même, non, ça, je ne peux pas vous épargner ça. Nous sommes en Camargue. Mais moi, la première fois que je suis allé, c'était Madagascar, dans les rizières. On m'avait enseigné que c'était du riz. Mais j'ai découvert, c'est du riz, des poissons, des grenouilles, des escargots, des canards qui picorent la mauvaise herbe et qui maintiennent le riz en place, et des canards qui s'attaquent aux insectes ravageurs du riz. Mais attendez, c'était génial. Ah oui, alors maintenant, il n'y a plus que du riz. Et il faut élever les canards avec quoi? Avec du riz qu'on va élever avec des canards hors sol. Et puis il n'y a plus de poissons. Attendez, le rendement à l'hectare, on va le raisonner à l'échelle de l'agroécosystème. Hein. Pas de chacun des ateliers pris séparément. Hein. Ça, c'est terminé. Alors c'est compliqué, parce qu'il faut trouver une même unité de mesure, et souvent c'est la monnaie. Et est-ce que la monnaie est vraiment la mesure du bonheur? Moi, j'en suis pas sûr. Je dis juste ça parce que j'ai vu, il y a quelques personnes parmi vous, parmi les étudiants, qui souhaitent le bonheur avant l'argent. Ils n'ont pas tort. Mais quand même, là, les canards en Camargue, sélectionnés depuis des années pour le foie gras et le magret, eh ben, ils savent reconnaître une mauvaise herbe d'un brin de riz. On ne s'y attendait pas. Hein. Franchement, l'hypothèse n'était pas... Bon, alors, si vous allez maintenant dans les pays du Sud, on quitte les Hauts-de-France, regardez le mil sous l'acacia. Je suis désolé, le rendement est 3-4 fois supérieur sous l'arbre qu'à côté. Cet arbre, il fait exactement tout ce que j'ai enseigné. Il obéit. Légumineuse, il apporte de l'azote. Racine profonde, il va aller chercher les éléments minéraux en profondeur. Il développe ses feuilles en saison sèche. Il a accès à l'eau de la profondeur, il continue la photosynthèse. Et quand la feuille morte tombe à terre, c'est le carbone de la photosynthèse, l'azote de la légumineuse et les éléments minéraux en profondeur. Ça apporte des feuilles mortes qui vont apporter de l'humus. L'humus va retenir l'eau. On est au Niger, dans un climat semi-aride et des sols sableux. Si on peut retenir l'eau avec l'humus, attendez, c'est tout simplement savant. On est à la porte du désert. Si vous voulez faire une barrière verte pour empêcher la désertification, mettez des arbres utiles, productifs. De plus, c'est un arbre fourrager. C'est-à-dire que ça, quand les éleveurs nomades et semi-nomades reviennent du désert, s'ils trouvent, en saison sèche bien sûr, hein, parce qu'il faut qu'ils soient loin vers le Sahara, quand il y a la saison des pluies et le mil, il ne faut pas qu'ils s'attaquent au mil. Mais si au retour, les éleveurs voient ces gousses, ben les animaux, on élague l'arbre, d'ailleurs vous voyez qu'ils ont été élagués, et hop, les animaux se précipitent sur les gousses, et c'est en passant dans le tube digestif de l'animal que la dormance de la graine est levée, et voilà que les éleveurs nomades et semi-nomades réensemencent en acacia albida sur les terres agricoles, un arbre qui est utile aux agriculteurs. Mais attendez, il n'y a plus de guerre civile. Non, mais on envoie des troupes, c'est des conflits agriculteurs-éleveurs. Il faut trouver des solutions gagnant-gagnant. Mais les solutions gagnant-gagnant, techniquement parlant, je suis désolé, on les a. On cultive sous forêt. Ce n'était pas une forêt autrefois, c'était une savane arborée, et il n'y avait jamais des arbres de cette dimension-là. Mais si on protège la croissance et le développement de cette espèce-là parce qu'elle joue les rôles utiles, mais attendez, on accroît le rendement sur la totalité de la parcelle. Alors après, c'est les cultures associées en Haïti. Je vous ai... Bon. Moi, ça m'amuse parce que quand je voyais ça au début, je me disais, mais ils ne peuvent pas se mettre en ligne, ces gens-là. Enfin, non. En agriculture manuelle, là-bas, la photosynthèse maximale, c'est plus facile que chez nous. Vous l'avez quand même vu, les écartements entre les noyers, tout à l'heure. C'est quand même un peu élevé. C'est pour laisser passer la moissonneuse-batteuse. Hein. Donc nous, on n'est pas très bons. C'est quand même vrai que quand les noyers, qu'on a vus tout à l'heure, vont débourrer et développer leur feuillage, il y aura encore quand même quelques rayons du soleil qui tombent à terre. Mais ça, c'est à cause de notre motomécanisation. On s'adapte. Mais dans des régions où on n'en est pas à l'agriculture motomécanisée, c'est parfaitement possible. 350 habitants au kilomètre carré, agroforesterie, enfin voilà, tout ça, c'est ce que je vous ai raconté. Ce n'est que des agricultures modernes, que des cultures savantes. J'en conviens, dans les pays du Sud, où quand même ces associations végétales, cette gestion en circuit court est quand même plus facile que chez nous, ou dans des écosystèmes déjà détériorés, avec des agriculteurs déjà endettés, qui n'ont comme seul souci que d'amortir le matériel pour lequel ils se sont endettés, commencer à parler diversification, commencer à parler de cette transition-là. Je comprends que ce soit beaucoup plus insupportable, mais honnêtement, on utiliserait les 9 milliards d'euros de la politique agricole commune pour favoriser cette transition, en disant, vous vendez du bio à la cantine, le surcoût du bio n'est pas imputable aux parents d'élèves, c'est les subventions de la PAC qui font ça, et aux abords des cantines, vous vous mettez à faire du bio, vous avez un prix rémunérateur, et vous ne vivez plus de mendicité, vous êtes fiers d'en droit dans vos bottes, vous avez vendu un bon produit,
et c'est par les prix que vous êtes rémunérés. On a besoin de séquestrer du carbone, zéro labour et ce genre de choses. On vous paye par la voie contractuelle. On vous met des protéines, ça va nous éviter d'importer du soja, ça va nous éviter d'importer du gaz naturel russe, ça va sauvegarder les abeilles. Allez, c'est un service d'intérêt général. Écoutez, moi, je vous paye. Je ne vous paye pas parce que vous êtes des mendiants. Je vous paye parce que vous rendez un service d'intérêt général. Vous remettez des haies, les pucerons, vous évitez les pucerons, ça nous évite d'y passer. Mais je vous paye. 9 milliards d'euros pour payer des agriculteurs droit dans leurs bottes, fiers d'un bon produit, plus de perturbateurs endocriniens, plus d'atrazine, plus d'insectes birésistants. Et on régère en circuit court l'azote, le truc. Et on ne fait pas de mal aux Brésiliens. Et on cesse de vendre nos poulets bas de gamme pour ruiner les basses-cours du Sénégal. On aide les populations pauvres du Sud à pouvoir épargner par elles-mêmes, investir, retrouver leur sécurité alimentaire. Les solutions existent. Mais attendez, une agriculture inspirée de l'agroécologie, franchement, il y a toutes les raisons d'être optimiste. Si la question, franchement, n'était que technique et que vous me demandez, est-ce qu'une agriculture inspirée de l'agroécologie peut nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière? Est-ce que je suis optimiste d'un point de vue technique? Je vous réponds oui. On a toutes les raisons, techniquement parlant, d'être optimiste. L'agriculture inspirée de l'agroécologie peut nourrir correctement et durablement la planète. Maintenant, si votre question, c'est de me dire, attendez, monsieur Dufumier, c'est un peu plus politique, et que vous me redemandez si je suis optimiste, là, vous avez le droit de ne pas me poser la question. Merci.